Dans les années 1980, une figure emblématique a émergé sur la scène politique internationale. Son nom était Thomas Sankara et son histoire allait marquer à jamais le continent africain. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans le passé, à la découverte de l'histoire fascinante de Thomas Sankara, un leader visionnaire, un héros de l'émancipation africaine. Si vous êtes prêts à explorer ce sujet fascinant, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour le référencement et de vous abonner à la chaîne. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Il est indéniablement l'une des figures les plus marquantes de l'histoire contemporaine de l'Afrique, tant par son engagement que par sa détermination à défendre son peuple et le continent noir dans son ensemble. Parvenu à la tête de la Haute-Volta, à la suite d'un putsch perpétré par son compère et un groupe d'officiers, il devient l'inspirateur d'une révolution qui va irrévocablement transformer son pays. Cette révolution brûlante comme le soleil perturbe l'ordre international établi, tout comme lorsqu'il encourage les chefs d'État africains à ne plus payer leurs dettes envers la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Non pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, et quand nous disons que la dette ne saurait être payée, ce n'est point que nous sommes contre la morale, la dignité, le respect de la parole. Parce que nous estimons que nous n'avons pas la même morale que les autres. Entre le riche et le pauvre, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait alors qu'il y ait deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Il apostrophe également le chef d'État français François Mitterrand, lui reprochant d'avoir accueilli Peter Botha, le chef d'État sud-africain qu'il qualifie de raciste. Thomas Sankara dérange et sa révolution fait sens, séduisant de nombreux jeunes par ses idées progressistes et révolutionnistes. Cependant, en interne, les tensions entre les chefs de la révolution deviennent de plus en plus tendues en cette année 1987. Le torchon brûle et Thomas Sankara se sent de plus en plus isolé. Si depuis 20 ans, chaque week-end, les femmes puisaient de l'eau comme elles le font, il y a longtemps que nous devions remplir 20 barrages à Pau. Le pays n'est pas pauvre. Au contraire, il y a des ressources. En vous mettant au travail pour construire ces 20 villas, en vous mettant à la tâche, vous avez décidé de vous prouver à vous-même que vous êtes capable de transformer la réalité de cette ville de Pau. En effet, vous pouvez la transformer, cette réalité. Mais pour cela, il faut bannir de vos rangs les paresseux. Ceux qui ne veulent pas travailler. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes. Ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. On ne peut pas se développer sans mobilisation. Nous ne pouvons pas nous développer si le peuple lui-même ne prend pas son destin en main. C'est le peuple qui doit construire le pays. Ce n'est personne d'autre. C'est 20 villas aujourd'hui. Demain, ça sera 20 écoles, ça sera 20 dispensaires, ça sera 20 maternités. Et chaque année, ce sera comme ça. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas les femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, les maris réactionnaires,
Les petits patrons, les grands patrons, les détourneurs de fonds, les voleurs, Totenga Yinga, Totenga Yinga, Totenga Yinga. Vive la révolution, vive le capitaine Thomas Sankara. Le 14 octobre 1984, lors de la 39e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, les principaux leaders mondiaux font la découverte d'un jeune capitaine révolutionnaire. Je viens à cette 39e session pour parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Je viens ici enfin, mandaté par le Conseil national de la révolution du Burkina Faso, pour exprimer les vues de mon peuple concernant les problèmes inscrits à l'ordre du jour et qui constituent la trame tragique des événements qui fissurent douloureusement les fondements du monde en cette fin du XXe siècle. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Depuis exactement un an, il est à la tête de son pays. Un petit territoire d'Afrique de l'Ouest, jusqu'alors difficilement localisable sur une carte. Il multiplie les actions audacieuses, perturbe les habitudes et donne une nouvelle approche des relations nord-sud. Thomas Sankara ne recule plus devant certains sujets tabous et résolutions que les dirigeants africains n'osaient même pas dénoncer. Sankara qui est la figure politique la plus populaire, Patrick, au sein de la jeunesse africaine. Et qui s'est lui aussi battu pour les femmes, on va y venir. Mais oui, Sankara jouit d'une aura extraordinaire qu'on ne peut comparer ailleurs dans le monde qu'à celle de Che Guevara, d'autant plus extraordinaire pour un jeune et modeste capitaine parvenu au pouvoir par un coup d'État qu'il n'a gardé que 4 ans dans un petit pays sans ressources et parmi les plus pauvres du monde. Mais Sankara, officier non conformiste, intellectuel brillant, charismatique, combattant du tiers-monde et des peuples opprimés, champion de la lutte anticorruption, qui a renommé son pays, la Haute-Volta, patrie des hommes intègres, le Burkina Faso, a rayonné bien au-delà de ses frontières. L'insolence, la provocation et le défi envers l'hôte américain ne s'arrêtent pas là. Après un discours long et engagé, il critique durement l'impérialisme, la colonisation, le trafic d'armes et la politique raciste en Afrique du Sud et leur soutien. Il dénonce également les contradictions des puissants donneurs de leçons habituels. Ensuite, il aborde un autre sujet controversé. Un sujet que les dirigeants du Sud évitaient soigneusement. Israël et la situation en Palestine. Je veux m'indigner en pensant aux Palestiniens qu'une humanité inhumaine a choisi de substituer à un autre peuple. Hier encore martyrisé à loisir. Je pense à ce vaillant peuple palestinien, c'est-à-dire à ces familles atomisées, errant de par le monde à la quête d'un asile. Courageux, déterminés, stoïques et infatigables, les Palestiniens rappellent à chaque conscience humaine la nécessité et l'obligation morale de respecter les droits d'un peuple. Avec leurs frères juifs, ils sont anti-sionistes. Le palmarès le plus impitoyable, le plus pitoyable, le plus lamentable, oui, le plus lamentable est détenu au Moyen-Orient en termes d'arrogance, d'insolence et d'incroyable entêtement d'un petit pays, Israël, qui, depuis plus de 20 ans, avec l'inqualifiable complicité de son puissant protecteur, les États-Unis d'Amérique, continue à défier la communauté internationale au mépris d'une histoire qui, hier encore, désignait chaque juif à l'horreur des fours crématoires. Israël en arrive à infliger à d'autres ce qui fut son propre calvaire. En tout état de cause, Israël, dont nous aimons le peuple pour son courage et ses sacrifices d'hier, doit savoir que les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans les conditions de sa propre quiétude ne résident que dans sa puissance militaire financée par l'extérieur. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer du haut de cette tribune
notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine, parce que nous savons qu'il n'y a pas de souffrance sans fin. Le plus abject, le plus humiliant pour la conscience humaine, c'est qu'elle soit parvenue à banaliser le malheur des millions d'êtres humains qui n'ont pour se défendre que leur poitrine et l'héroïsme de leurs mains nues. Sur de la complicité des grandes puissances et de l'engagement actif de certaines d'entre elles à ses côtés, ainsi que de la criminelle collaboration de quelques tristes dirigeants africains, la minorité blanche ne se gêne pas pour ridiculiser les États membres, les États d'âme de tous les peuples qui, partout à travers le monde, trouvent intolérable la sauvagerie des méthodes en usage dans ce pays. Il fut un temps où les brigades internationales se constituaient pour aller défendre l'honneur des nations agressées dans leur dignité. Aujourd'hui, malgré la purulence des plaies que nous portons tous à nos flancs, nous allons voter des résolutions dont les seules vertus, nous dira-t-on, serait de conduire à la résipiscence une nation de corsaires qui détruit le sourire comme la grêle tue les fleurs. Alors que certains, perchés dans la tour de verre de Manhattan, affichent un visage mécontent, Thomas Sankara, lui, il est plutôt heureux. Même s'il sait qu'il s'attaque à plus fort que lui, même s'il sait qu'il s'attaque à plus puissant que lui, il est satisfait d'avoir été le porte-parole des sans-voix. Il a l'intention de dénoncer l'impérialisme partout où il le peut. Je m'élève ici, au nom de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils pourront faire entendre leur voix et la faire prendre en considération réellement. Sur cette tribune, beaucoup m'ont précédé. D'autres viendront après moi. Mais seuls quelques-uns feront la décision. Pourtant, nous sommes officiellement présentés comme égaux. Eh bien, je me fais le porte-voix de tous ceux qui cherchent vainement dans quel forum de ce monde ils peuvent se faire entendre. Oui, je veux donc parler au nom de tous les laissés pour compte, parce que je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Notre révolution au Burkina Faso est ouverte au malheur de tous les peuples. Elle s'inspire aussi de toutes les expériences des hommes, depuis le premier souffle de l'humanité. Nous voulons être les héritiers de toutes les révolutions du monde, de toutes les luttes de libération des peuples du tiers-monde. Nous sommes à l'écoute des grands bouleversements qui ont transformé le monde. Il est important de noter qu'en bravant toutes les règles diplomatiques, il s'était rendu dans le légendaire quartier de Harlem, une communauté africaine et afro-américaine. C'était un événement extraordinaire et historique, car jusqu'alors, les dirigeants américains avaient empêché tous les dirigeants africains de se rendre dans ce quartier. Le 3 octobre 1984, la salle Tubman à Downtown est bondée de personnes venues écouter le Politician, qui captivera son auditoire pendant plus d'une heure. Le public de Harlem est captivé et certains éclatent même en larmes lorsque Thomas Sankara s'exclame en déclarant que tout président africain qui se rend aux États-Unis devrait commencer par Harlem. Et c'est pourquoi j'ai déjà dit et je répète que notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. Ils sont nombreux qui considèrent que Harlem est un dépotoir. Ils sont nombreux qui considèrent que Harlem est fait pour étouffer. Mais ils sont nombreux ceux qui pensent que Harlem donnera à l'âme africaine toute sa dimension. Nous devons comprendre que notre existence doit être vouée à la lutte pour la réhabilitation de l'homme africain. Nous devons mener le combat qui nous soustraira à la domination des autres hommes et à leur oppression. Certains noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux blancs. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Nous devons être fiers d'être noirs. Souvenez-vous, il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ne pensent aux Noirs qu'à la veille des élections. Be reminded that there are many of those black politicians who think about black people only the day before election. Nous
Nous devons être noirs avec les noirs, le jour comme la nuit. Nous comprenons que notre lutte est un appel à la construction. Nous ne demandons pas que le monde soit construit uniquement pour les Noirs et contre les autres hommes. Nous voulons en tant que Noirs apprendre aux autres hommes à s'aimer entre eux. Malgré leur méchanceté contre nous, nous saurons résister et ensuite leur enseigner ce que c'est que la solidarité. Mais nous savons également qu'il nous faut être organisés et déterminés. Les frères sont en Afrique du Sud. Ils doivent être libérés. Nous avons en nous la force et la capacité de combattre l'impérialisme. Et la seule chose dont vous devez vous souvenir, c'est que quand le peuple se met debout, l'impérialisme tremble. Face à ces actions percutantes et ces prises de position qui contrastent singulièrement avec les discours habituellement lisses et convenus de leurs dirigeants, elle est charmée. De prendre le billet aujourd'hui gratuitement. Demain, ils courront pour rattraper le car et en vain, parce que la révolution est partie. Mais il y en a qui ont pris le car de la révolution par opportunisme, sans conviction. Et cela, à chaque accélération de notre part, ils vont tomber. À chaque virage, ils vont s'écrouler. Nous ne les ramasserons pas, parce que ce n'est pas des révolutionnaires. Né le 21 décembre 1949, une ville du centre-nord de la Haute-Volta, Thomas Sankara est le fruit d'une union mixte entre un père Peul et une mère Mouaga. Son nom complet est Thomas Isidore Noël Sankara. Alors qu'il est encore à l'école primaire, Maurice Yameogo annonce l'accession de son pays à la souveraineté internationale. Au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Animé d'un fort sentiment nationaliste, le jeune Sankara va quitter Kayas pour se rendre à Ouagadougou où il poursuit ses études secondaires. Le jeune garçon doté d'une forte personnalité et fils d'un ancien combattant est destiné à une carrière militaire. Après avoir obtenu son brevet d'études de premier cycle, il va rejoindre l'école militaire de Kadiogo. C'est au sein de cette académie militaire qu'il va observer le changement de régime dans son pays. Maurice Yameogo est renversé par de puissants syndicats et des manifestants de rue qui dénoncent la corruption au sein du pouvoir. Le 3 janvier 1966, près de 50 000 manifestants déferlent dans les rues de Ouagadougou, la capitale de la Haute-Volta d'alors. Un soulèvement populaire qui provoque la chute du tout premier régime du Burkina Faso dirigé par Maurice Yameogo. 6 ans après son indépendance, le Burkina Faso vient de connaître sa première révolte populaire, le soulèvement populaire. Pourtant, tout était bien parti pour ce tout premier régime démocratique du Burkina Faso. Le président Maurice Yameogo vient d'être réélu en 1965 avec 99,97% des voix. Un score stalinien qui a fait croire au président qu'il pouvait tout faire. Du reste, en face, l'opposition sort en lambeaux de l'élection et le seul contre-pouvoir est le milieu syndical. La situation se dégrade avec l'adoption du budget de 1966. Constatant la politique d'austérité, les syndicalistes entreprennent d'aller voir le président Maurice Yameogo. Ils ne seront pas reçus par le président, mais par son cousin Denis Yameogo, alors ministre de l'Intérieur, qui leur tient à peu près ces discours. Il paraît que vous avez l'intention de faire une grève. Eh bien, si vous n'êtes pas des bâtards, allez gréver. Vous aurez de mes nouvelles. Il n'y avait plus d'entretien, nous nous sommes levés et on a dit, bon, ben s'il y a des bâtards parmi nous, qu'ils se retirent, mais nous irons à la grève, quoi qu'il arrive. Une déclaration qui va radicaliser les syndicats, d'autant plus que le régime de Maurice Yameogo, arguant à l'environnement économique difficile, tient à ces mesures impopulaires. Réduction des allocations familiales de 50%, rabattement des salaires de 20%, blocage des avancements des travailleurs sur 2 ans. Inacceptable pour les syndicats, surtout que le train de vie des tenants du pouvoir ne diminue pas. Pour couronner tout, le président Maurice Yameogo supprime les subventions des écoles privées avant de convoler en noces au Brésil
son deuxième mariage. Ce faisant, il se met sur le dos presque tout le pays. Les responsables de 10 centrales syndicales lancent alors un mot d'ordre de grève qui sera très bien suivi. Maurice Yamoyogo répond par la fermeté. La grève se transforme en mobilisation générale qui finit par emporter Maurice Yamoyogo. Le 3 janvier 1966, face à la pression de la rue, Maurice Yamoyogo démissionne et le colonel Aboubakar Sangouli Lamizana hérite du pouvoir qu'il va gérer pendant 14 ans avant d'organiser des élections. L'armée restera de facto au pouvoir jusqu'en 2014 où une nouvelle insurrection populaire provoque la chute de Blaise Compaoré. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de partager sur toutes vos plateformes de manière continue. Merci d'avoir regardé la première partie de l'histoire de Thomas Sankara. Rendez-vous à la prochaine.